Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Jeudi et vendredi à Paris, une quarantaine de dirigeants se sont réunis. Objectif impulser un nouveau pacte financier mondial en faisant face aux problèmes de transition climatique et énergétique ou encore le surendettement. Après ces 2 jours de rencontres de haut niveau, le président français Emmanuel Macron se félicite d'un consensus complet. Qu'en est-il de l'Afrique ? Ce sommet est-il tombé à pic à un moment où l'Afrique revendique un monde plus équilibré et la fin de l'hégémonie occidentale sur le continent et même sur le Sud en général ? Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouveau bras de fer ? D'un côté, le Sud avec pour projet un nouvel ordre mondial et de l'autre, l'Occident avec un nouveau pacte financier. Telle est la question sur laquelle nous allons nous pencher durant les 26 prochaines minutes. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir un habitué de Cap sur l'Afrique, Gamel Abina, journaliste et observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et de Tchakoun Langué Célestin, expert en finance et stratégie. Bonsoir Célestin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis un grand bonsoir et je dis également un salut à mes frères algériens. C'est la première fois que je m'adresse à eux. Mais j'étais en Algérie il y a cela longtemps, c'était dans les années 84-85. Ça fait très longtemps. Bonsoir. Bonsoir Célestin, merci. Je commence avec vous, Gamel. Sans plus attendre, on rentre directement dans le vif du sujet. Lors de ce sommet, l'Afrique a évidemment été au cœur des discussions. Pourquoi ? Simplement parce que c'est un nouvel enjeu international qu'on a parfaitement compris avec la crise ukrainienne. On savait déjà que le continent africain était quasiment le plus riche sur Terre avec toutes les ressources. On sait aussi que le continent africain est le continent qui a le plus subi de guerres, que ce soit des guerres civiles ou des guerres téléguidées. C'était un axe de fracture entre l'Est et l'Ouest, on sait aussi. Un axe de fracture idéologique. C'est un continent qui a été décolonisé sur le tard, puisqu'il reste encore des problèmes à ce niveau-là. Mais surtout, on sait, et c'est le plus important, que l'Afrique, avec la crise ukrainienne, 54 pays tout de même, on n'a pas pris de position en faveur de l'Occident contre les Russes. Donc ça a créé une véritable zone de fracture, une véritable zone de partage. 54 pays à l'ONU, ça compte. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on fait ces opérations de rattrapage, de séduction par la finance, par les beaux principes. Mais en vérité, l'Afrique est devenue un enjeu géopolitique évidemment, économique, cela va de soi, et surtout c'est le continent à développer, c'est le continent des parts de marché considérables, c'est le continent qui est resté en retard parce que le retard a été organisé par l'Occident, et aujourd'hui l'Occident fait mine de vouloir apporter des changements, c'est ce que dit M. Macron, des refontes de la relation Occident-Afrique, mais cette refonte arrive trop tard. Vers vous, Célestin, à la lumière de ce que vient de nous dire Gamel, on sait que le président français Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur l'aide financière à l'Afrique. Mais ce n'est pas la première fois que l'Occident insiste sur l'aide financière à l'Afrique. Quid des anciennes annonces, Célestin ? Oui, et justement, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Gamel. Il a très bien analysé. Tout d'abord, nous, en Afrique, on est désormais conscients que l'Afrique, c'est 75% des matières premières stratégiques et c'est 65% des terres arables. Donc, c'est maintenant l'enjeu au point où le Parlement français a dit que l'Afrique est l'avenir de l'Europe, ce qui nous fait un peu sourire. Donc là, maintenant, on voit arriver des gens avec les gros sabots nous dire on va mettre en place un nouveau financement, c'est quoi, 100 milliards de dollars. Et c'était une promesse de 2009 qui va finalement peut-être entrer en vigueur en 2023 ou en 2024, je ne sais pas. Justement, vous avez bien fait de poser la question. Alors, quid des anciennes annonces ? J'ai publié un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun, où là-dedans, j'ai fait une analyse assez pointue de la politique des bailleurs de fonds dans nos pays. Le titre du chapitre, c'est l'attitude ambivalente des bailleurs de fonds. Donc, et on a un problème avec ces bailleurs de fonds qui sont là pour nous aider, entre guillemets, mais on ne... déjà, il faut regarder la situation actuelle de l'Afrique. Si on a absorbé tellement d'aide, mais alors cette aide est partie où? Qu'est-ce que ça a apporté? Nous avons aujourd'hui des économies qui, pourtant, avec d'énormes potentiels,
c'est le cas de la Centrafrique, c'est le cas de la RDC, c'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Mali, avec des productions phénoménales d'or, de cobalt, de diamants, d'uranium. Mais on a des peuples qui sont, on a des pays qui sont pauvres et très endettés. Alors ça veut donc dire que ces aides, entre guillemets, ce ne sont pas vraiment des aides, puisqu'il y a le docteur Paul Fokam-Kamounié, qui m'a fait l'honneur de préfacer mon livre, qui a très bien expliqué que l'aide au développement, en fait, c'est un poison lent. La preuve, quand les Américains se sont libérés au XVIIe siècle du joug de l'Angleterre, l'Angleterre leur a offert l'aide publique au développement. Les Américains l'ont refusé. Et c'est parce qu'ils ont refusé qu'ils ont pu se développer. Je pense que ces aides qui nous viennent de partout, et surtout brusquement comme ça, là, on nous appelle à Paris pour dire qu'il y a un nouveau pacte qu'on va mettre en route. Moi, honnêtement, je m'en méfie beaucoup. Je pense que nous pouvons nous-mêmes élaborer des stratégies qui peuvent être beaucoup plus performantes, qui peuvent nous permettre de nous en sortir. Donc, dans le livre dont je parle, le chapitre que j'ai analysé, je termine le chapitre en disant que quand on observe l'attitude des bailleurs de fonds, on a l'impression qu'ils font exprès de nous plonger dans les problèmes. Et je termine le chapitre en disant que dans le meilleur des cas, c'est une faute de leur part, et dans le pire des cas, c'est un complot. Et donc, le mot est très, très, très fort. Ça veut dire que on ne peut pas comprendre. Je prends un exemple, je repars dans mon livre, qui parle des privatisations. On a subi les privatisations sous la pression du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et on se retrouve avec avec nos économies dominées par des monopoles. Or, derrière le terme privatisation, il y a un élément qu'on appelle la concurrence. Parce que la concurrence qui doit réguler le marché. Or, nous avons des monopoles partout. Or, un monopole a pour principe de bloquer une économie. Alors, à quoi donc ça sert ces aides? Déjà, il faut questionner cela. Vous avez bien fait de poser la question. Donc, je me pose la question, à quoi ça a servi toutes ces aides? Justement, vous posez la question, j'ai une question qui va dans ce sens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la finance est un enjeu important pour l'Occident en général et pour la France en particulier, Célestin? C'est d'abord un problème géostratégique. Ça a été annoncé par Gamel. Parce que, en fait, vous avez vu qu'il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé récemment, lorsque l'Occident a décidé de condamner la Russie et en fait de faire un décompte pour voir qui va condamner. Vous savez qu'avant, l'Afrique s'exécutait comme un robot. On nous disait, bon, votez comme cela, on votait, votez par ici, on votait. Mais cette fois-ci, il y a eu une rébellion où on s'est dit non, nous ne condamnons pas la Russie, nous considérons que les fautes sont partagées. Et j'étais personnellement très content que nos dirigeants, enfin, nous ont compris et ont accepté de nous suivre dans cette voie, de ne plus suivre l'Occident. Et d'ailleurs, il y a un des dirigeants de l'Union européenne qui a dit quelque chose d'extrêmement insultant pour nous. Il a dit, mais c'est scandaleux que l'Afrique ne soit pas alignée sur leur position. Mais je crois qu'ils n'ont pas encore bien compris ce qui est en train de se passer. Si vous avez suivi ce qui s'est passé au Cameroun il y a 2 semaines, il y a un ambassadeur qui devait venir au Cameroun, l'ambassadeur LGBT, pour nous convaincre d'adopter ces machins que nous ne connaissons pas. Il y a eu une levée de boucliers généralisée et le ministre des Relations extérieures a fait une lettre à l'ambassadeur de France pour lui dire ce monsieur sa vie n'est pas souhaitée au Cameroun. Donc je reviens directement à la question pour dire ceci. Il y a ce problème que l'Afrique est en train de s'émanciper. Et d'ailleurs, je crois que les Européens n'ont pas encore bien compris. C'est un mouvement qui est très profond. Il y a une prise de conscience générale. Et donc, je pense que ça, c'est, à mon avis, une tentative de vouloir séduire l'Afrique parce qu'ils en ont commencé par des menaces. Ce qui nous a fait rigoler, ils ont dit, mais on est obligé de rester. Après, ils ont dit, la Russie va plus vous écraser. On va revenir sur ce point, justement. J'ai une question à poser à Gamel Abina. Gamel, que pensez-vous justement du fait que Macron insiste sur l'aide financière et sur le timing de ce sommet et de ces aides financières?
Il y a déjà une chose qui vient d'être dite par Célestin, je le rejoins là-dessus. Effectivement, les Européens prétendent que l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Ils ont raison. Ils oublient par là même que l'Afrique a été aussi l'avenir de l'Europe il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans. Depuis que l'Europe est sortie de ses frontières et a colonisé, massacré, exploité, réduit l'esclavage et pillé, puis finalement colonisé, l'Europe n'a vécu que sur le dos de l'Afrique. Avant, c'était un continent qui était désertique avec peu de moyens. Je parle désertique au niveau financier, bien sûr. Et donc, la question qui se pose, c'est la question de l'endettement. Comment les Africains ont été endettés? C'est une idée de génie qui a été faite par ceux qui ont refusé l'endettement, ça a été bien d'être dit, les Américains. Ils ont considéré que pour que l'Afrique puisse lutter contre le communisme, c'est la première des raisons, et l'autre, se développer, il faudrait qu'ils s'achètent des tracteurs, qu'ils achètent du matériel technologique avancé, qu'ils achètent des choses au prix de l'or, fabriquées par les Américains, bien sûr, en acceptant que l'Amérique finance, parce que la Banque mondiale, le FMI, c'est les États-Unis au départ. Et donc, ils ont acheté ce matériel, ça les a endettés, mais il se trouve que les Africains n'auraient jamais dû faire cette erreur, ils auraient dû continuer à travailler traditionnellement la terre avec des bœufs, avec des machines-outils très basiques à construire, et développer lentement leur économie. Ils ont voulu faire un bond en avant, finalement, ils se sont retrouvés dépendants à la fois des financements extérieurs, mais en plus de la maintenance extérieure. Et quand l'argent commençait à manquer, évidemment, dès qu'il y a eu les crises de 73 et de 79, l'Afrique a dû rembourser par anticipation ou de façon forcée. Donc le développement s'est bloqué, l'Afrique a remboursé 6 à 8 fois sa dette en taux d'intérêt, de catastrophique, parce que ça coûte cher une dette, et finalement, elle ne s'est pas développée. Alors simplement de dire quoi? Aujourd'hui, M. Macron propose un pacte, alors il a l'air sincère, M. Macron, malheureusement, il fait tout un peu de travers. Il va trop vite, il veut doubler des instances qui existent déjà, et surtout, il le fait mal. Pourquoi? Parce qu'il va faire cette rencontre de finances internationales où, à la Bourse de Paris, le centre financier, maintenant c'est plus là-bas puisque maintenant c'est les ordinateurs qui gèrent, mais à l'époque c'était là-bas que se négociaient au niveau de la France et de l'international les actions, les flux financiers. Or la problématique qui se pose dans cette grande rencontre, ce grand carnaval, je vais dire, de refonte économique, c'est que toutes les promesses qui sont systématiquement faites dans ce genre de rencontre, dans ces grands sommets, il y a toujours des grands mots comme ça, ne sont jamais tenues. Il devrait y avoir, c'est Oxfam qui le dit, 2700 milliards de dollars d'investis pour que l'Afrique puisse faire face aux problématiques liées au climat. 2700 milliards sur 7 ans. Eh bien, les promesses, c'est 700 milliards et elles ne seront même pas tenues. C'est vous dire que c'est une goutte d'eau. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, la taxation des flux financiers n'est même pas à l'ordre du jour. Alors c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Ils vont taxer quoi? L'avion, ça a commencé déjà, le transport maritime, mais en aucun cas, ils taxeront les grands financeurs de la planète, ceux qui ont les fonds, les capitaux. Donc je parle évidemment de la finance, que ce soit les bourses, que ce soit les fonds de pension, que ce soit tous ces actifs circulants qui circulent en une seconde, ils ne sont pas impactés. Or, si vous voulez vraiment développer l'Afrique dans la Bourse de Paris en plus, eh bien, vous tapez là où ça fait mal. Vous tapez au portefeuille financier, ça ne coûte pas grand-chose, mais il y aurait des leviers considérables. Ça, c'est la première approche. Seconde approche, M. Macron parle tout seul. Les Américains ne le suivent pas là-dessus, ça ne les intéresse pas. C'est les ultralibéraux. M. Macron parle aux Africains, mais sans moyens. La France est surendettée, elle ne peut pas agir sur le développement de l'Afrique, bien évidemment, bien qu'elle ait un PIB, je le rappelle, c'est important, de 2900 milliards de dollars, ce qui est l'équivalent du PIB de toute l'Afrique. Vous vous rendez compte? Eh bien, pour autant, elle ne peut pas agir seule. Et les pays qui sont intéressés, parce qu'aujourd'hui, c'est la concurrence entre la France et finalement les BRICS. Les BRICS sont une banque de développement qui a été mise en place, avec des capitaux considérables qui ne font qu'augmenter, ne demandent pas autant de garanties ou d'obligations légales de type démocratie ou alors ce qu'ils appellent très souvent la bonne gouvernance. Ils ne demandent pas cela pour financer, ils financent des projets. L'Occident finance des projets sous conditions. La différence est notable. Donc, ils financent des projets sous conditions avec des moyens réduits. Comment voulez-vous obtenir des résultats conséquents? Comment voulez-vous imposer aux Africains soi-disant de respecter le climat, de faire en sorte de ne pas augmenter le gaz à effet de serre alors qu'ils méritent aussi le développement? Pourquoi ils seraient mis derrière? Comment voulez-vous que ça se passe? Ça n'est pas possible. On demande aux Africains de faire des efforts sur l'écologie quand ils ont à peine de quoi, pour certains pays, manger. Donc il y a quand même une contradiction assez extraordinaire. D'un côté, les grands bourgeois qui vivent très bien et qui ont pollué la planète de façon radicale pendant 100 ans, et de l'autre côté, les Africains qui commencent à peine à décoller économiquement et à qui on demande, non mais faites de l'énergie renouvelable, faites des voitures électriques, faites des parcs éoliens, faites du solaire, mais ne touchez pas à vos ressources, en l'occurrence au charbon, au gaz, au pétrole. Ça n'est pas très sérieux, malheureusement, ce sont des vœux pieux qui n'iront jamais nulle part. Très bien, merci Gamel. Madame, Monsieur, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre émission.
Ce sommet tombe à pic, tout du moins sur le papier, à un moment où le Sud appelle à un renouveau des relations internationales et à la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nos invités viennent de nous dire que finalement, il y a beaucoup à dire sur ce sommet. Célestin, je reviens vers vous. Le pacte financier mondial ou le nouveau pacte financier mondial, qu'est-ce que c'est concrètement ? Justement, je me pose la question parce que d'abord, c'est tombé comme un cheveu dans la soupe. Brusquement, j'entends qu'il y a un sommet à Paris avec un nouveau pacte financier. C'est arrivé un peu tôt. J'aurais apprécié, par exemple, qu'il y ait eu des travaux préparatoires dans nos pays, par exemple. Je n'ai rien entendu du tout. Je suis quand même dans le domaine de la finance. J'enseigne à l'université. Je n'ai rien entendu et brusquement, ça arrive. Parce qu'il fallait aussi qu'on se questionne sur l'ancien pacte. Si on parle du nouveau, l'ancien, qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, le nouveau, on nous dit, j'ai regardé un peu le document, on dit, bon, déjà, on va mettre en route la promesse faite en 2009, je rappelle, de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les pays pauvres. C'est une promesse de 2009 qui va peut-être entrer en vigueur en 2023, en 2024. Et il s'agit également d'augmenter de 200 milliards de dollars la capacité de prêt des banques de développement. On sait très bien, j'ai entendu M. Macron, le président de la France, se réjouir. On sait très bien les sommets. Hein. Je n'ai jamais entendu un sommet où les gens aient dit non, on s'est planté. Tout le temps, on dit beaucoup de choses, mais rien ne vient. En fait, moi, ce qui me surprend, c'est ce sommet subit qui arrive brusquement, qui, à mon avis, ne pourra pas répondre aux besoins. Et puis, de toutes les façons, moi, les sommets sur le financement, j'y crois pas beaucoup. Gamel vous l'a dit, on fait des promesses que personne ne tient. Et deuxièmement, nous avons des blocages qui sont mis en place. Je vais prendre un exemple. Il fallait que les pays africains, par exemple, lancent l'industrialisation à partir des années 70-75, parce qu'il y avait des excédents importants. Sauf que il y avait deux blocages importants. Le premier blocage, c'était que la France confisquait toutes nos devises à travers le franc CFA. Justement, aujourd'hui, on sait que les pays africains sont en train de parler de plus en plus d'échanges avec nos monnaies respectives. Il y a aussi le franc CFA qui crée d'énormes blocages dans l'Afrique tout entière. Est-ce que ces thèmes ont été des débats lors de ce sommet sur la finance, finalement ? Mais non, justement là, voilà le vrai problème. C'est-à-dire que on laisse ce problème qui, pour nous, est un problème majeur. Et on nous parle des choses qui, à mon avis, vont produire beaucoup de fumée, mais pas grand-chose au bout du compte. Parce que nous avons besoin, nous, dans nos pays, l'Afrique francophone, on doit définir nos propres politiques. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le franc CFA, qui est commun à 14 pays, plus 15 y compris, cette monnaie est gérée à Paris. Vous ne savez même pas qui gère. On m'a dit qu'il y a 6 fonctionnaires français qui s'en occupent. Donc nous ne savons pas, je n'ai jamais vu un texte là-dessus, ni à l'Assemblée nationale française, ni à l'Assemblée, ni dans les assemblées des pays africains. Donc, j'ai jamais vu un document. D'ailleurs, le seul texte qui parle du franc CFA, parce que je peux en parler pendant des jours et des jours, hein, le seul texte qui en parle, c'est le décret numéro 136 qui date du 26 décembre 1945, qui crée le franc CFA. Et qui a 3 signataires ce décret. Il y a le général de Gaulle, Premier ministre du gouvernement provisoire. Il y avait Jacques Soustel, ministre des Finances. Et le troisième que j'oublie, ministre des Colonies. Donc voilà les 3 donc, qui sont mis autour d'une table. 3 Français blancs aux yeux bleus qui sont mis autour d'une table pour définir quelque chose qui va impacter durablement la vie de 200 millions d'Africains noirs. Et vous avez 3 blancs aux yeux bleus qui décident tranquillement entre eux. Et depuis lors, on n'a plus rien fait. Donc, je peux vous dire qu'au niveau de la jeunesse, ça pousse pour que ça soit remis en question. Or, depuis là, on ne parle pas de ce problème. On nous parle plutôt d'un nouveau pacte dont les contours sont flous. Or, le problème est à ce niveau. Et à travers le franc CFA, il y a des blocages énormes pour nos économies
Je peux donner un seul exemple qui est... Brièvement, s'il vous plaît, Célestin, on commence à manquer de temps. Brièvement, s'il vous plaît. Oui, juste un exemple. Le plafond de l'endettement, il est de 15% en zone CEMAC, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Il est de 25% en zone UEMOA. En zone euro, le plafond de l'endettement est de 100%. Vous voyez le problème. Comment on fait donc pour se développer, puisque sur le plan économique, tout le monde le sait, il y a d'abord l'endettement qui génère l'investissement et l'investissement qui génère la richesse. Nous n'avons pas accès à l'investissement. Comment on fait pour se développer? C'est pas possible. Très bien. Une dernière question que j'essaierai de vous poser aux deux. Très brièvement, s'il vous plaît, Gamel Labina. Le président français a dit lors de ce sommet que la Russie était en train de mettre en danger l'intégrité ou même est une puissance déstabilisatrice en Afrique. Est-ce que le président français a profité de cette occasion pour régler ses comptes finalement? Brièvement, Gamel. Il a raison sur un point, c'est vrai que ça déstabilise l'ordre colonial ou post-colonial, il a raison. Ensuite, rappelons très rapidement, quand on va être millionnaire en Afrique CFA, c'est facile, hein. Vous avez 1500 €, vous êtes millionnaire. 1500 € égale 1 million de francs CFA. C'est une monnaie qui ne vaut rien, c'est une monnaie qui ne garantit pas les échanges intra-africains. Et surtout, comment voulez-vous échanger à l'international, vous émanciper du dollar avec la dédollarisation en ayant la monnaie du colon? Et c'est pas trois blonds aux yeux bleus, puisque Soustelle n'avait pas les yeux bleus, mais c'est trois personnages, De Gaulle, Soustelle et puis le troisième des coloniats, qui sont des personnages de la colonisation. Soustelle a géré l'Algérie, il ne faut jamais l'oublier, Jacques Soustelle, de sinistre mémoire. Donc c'est vrai que cette mainmise sur l'économie africaine par la monnaie, et la monnaie c'est vraiment le marqueur de la colonisation. Tant qu'on n'est pas émancipé de la monnaie du colon, tant que la monnaie est frappée en Europe et en France en l'occurrence, eh bien on ne peut pas dire qu'on a le choix de son endettement, on n'a pas le choix de ces outils de création de richesse, et surtout c'est de l'hyperinflation, donc c'est extrêmement dangereux. Les Africains malheureusement qui sont sous la zone franc, qui soient l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, subissent le diktat, et je parle bien d'un diktat post-colonial de la France, qui refuse la soustraction du franc CFA et qui s'inquiète des échanges internationaux sans le dollar que propose la Chine, l'Inde, la Russie, les pays donc des BRICS qui commencent à échanger dans leur propre monnaie. Comment vont faire les pays du franc CFA? Je me le demande. Très bien, merci Gamel. Célestin, dernier mot brièvement. Alors brièvement, malheureusement sur un très grand sujet, évidemment la France profite. Je crois qu'on a perdu. La Russie est un sujet de déstabilisation. Je crois que Gamel l'a très bien dit. Ça déstabilise l'ordre colonial qui est encore en vigueur dans notre pays, nos pays. Alors, mais nous avons pris la décision, toute la jeunesse est dedans, de nous allier à la Russie. Pourquoi? Je vais essayer d'aller très vite. La Russie nous a pas marchandisé les Noirs comme les autres l'ont fait. Quand il fallait partager l'Afrique comme un gâteau, quand ils sont revenus en 1884 à 85 à Berlin, les Russes étaient présents, mais ils ont refusé d'y participer. Troisièmement, quand la Russie intervient dans la colonisation, c'est pour nous aider à nous décoloniser. Alors, donc, ce que font les Français, ce qu'ils racontent, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, ça nous énerve plutôt parce que quand nous sommes en colère, ils nous disent qu'on a été manipulés par la Russie. C'est-à-dire que nous sommes incapables de nous énerver par nous-mêmes. Et donc, si on est énervé, ça veut forcément dire qu'on a été manipulé. C'est du mépris. Et ça ne marchera pas. Moi, je pense qu'il faut un combat d'arrière-garde qui ne va que les desservir. Très bien, merci. Merci, Célestin. C'est moi qui vous remercie. Gamel, un dernier mot, brièvement. Simplement, c'est que c'est un sommet supplémentaire qui ne va pas aboutir parce que la panique réellement qu'on peut observer, ça n'est pas une question d'énième sommet qui n'a rien donné et il ne taxe pas la finance, on l'a compris. La panique, c'est que la banque des BRICS va intervenir, que la Bank of China est déjà intervenue pour le développement africain et que ces partenariats sont beaucoup plus solides parce qu'ils ne réclament pas autre chose que des relations d'homme à homme qui se respectent. On parle avec les néocoloniales, ça vient d'être dit, pas de mépris comme si c'était des enfants qu'ils avaient en face d'eux influençables, mais des gens qui ont à cœur la défense de leurs intérêts mutuels. Je parle des Chinois, je parle des Turcs, je parle des Russes, je parle des Indiens, des Brésiliens. Ces gens-là ont connu la colonisation et savent très bien ce que veut dire ne plus être colonisé. Donc je pense que l'Afrique, avec le choix de ses partenaires, va enfin s'émanciper de cette tutelle néocoloniale ou post-coloniale qui est devenue insupportable aux yeux des Africains. Ce que je comprends, en faisant partie de ce continent, effectivement, nous comprenons tous la question de la libération de l'Afrique par le travail, par l'économie et surtout de sortir de l'endettement pour arriver enfin à une position proactive. Merci Gamel. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève cette émission.
L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. D'ici là, prenez soin de vous.